Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Donald Trump a-t-il vraiment renoncé dans la nuit à une attaque sur l'Iran, dissuadé par les monarchies du Golfe? C'est ce qu'il affirme en tout cas sur son réseau social. Il assure à présent qu'il y a des chances d'arriver à un accord avec Téhéran. Vladimir Poutine dans les pas de Donald Trump à Pékin. Le président russe est en Chine quelques jours après la visite du président américain. Face à Poutine comme face à Trump, Xi est en position de force. Et puis Ebola n'est plus seulement un problème congolais, c'est un risque mondial, dit le co-découvreur du virus. Les chiffres de l'épidémie issus d'un variant d'une espèce moins connue font état de 130 morts en République démocratique du Congo et ils sont sans doute sous-estimés. On signale aussi au moins un décès en Ouganda voisin. Et c'est sur cette épidémie que l'on va s'arrêter ce matin dans Parlons-en avec mes invités. Depuis 50 ans que la maladie a été identifiée, elle sème la mort dans cette région d'Afrique centrale. La recherche a permis de grandes avancées, un vaccin notamment contre l'espèce historique, mais c'est une autre espèce qui sévit cette fois-ci en République démocratique du Congo. Peut-on faire face? Que nous ont appris 50 ans de lutte, tant en Afrique qu'ici en Europe? L'hémisphère nord, justement, met-il les moyens pour combattre un virus qui menace en réalité la santé de tous? C'est Parlons-en aujourd'hui avec le professeur Christophe Rapp, avec John Johnson et avec la professeure Francine Ntoumi. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en, et c'est parti. Bonjour professeur Christophe Rapp. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Neuilly, président de la Société française de médecine des voyages. Ce sont vos équipes qui avaient pris en charge les seuls cas d'Ebola accueillis en France. C'était en 2014 à l'hôpital militaire. Béguin, vous nous raconterez dans un instant comment ça s'était passé à l'époque. Avec nous sur ce plateau aussi John Johnson. Bonjour à vous. Merci d'être là. Vous êtes américain et français, conseiller en vaccination et en réponse épidémique au département médical de l'ONG Médecins sans frontières et vous êtes en partance pour l'Ouganda dans les jours qui viennent. Et puis à distance avec nous Francine Ntoumi. Bonjour madame, merci beaucoup de nous répondre. De participer à cette émission. Vous êtes la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, directrice scientifique du Centre de recherche sur les maladies infectieuses Christophe Mervieux de la FCRM à Brazzaville. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour nous répondre. Avant de vous entendre tous, tant sur les 50 ans de recherche sur Ebola que sur la situation actuelle en République démocratique du Congo, mais aussi en Ouganda. On va voir les dernières images tout de suite avec ces derniers chiffres que je vous donne, donnés par les autorités congolaises. 131 morts en République démocratique du Congo, un décès en Ouganda. On y revient juste après ça. L'Est de la République démocratique du Congo est en état d'alerte. Le variant du virus Ebola actuellement en circulation a déjà causé plus d'une centaine de morts. Le ministre congolais de la Santé est sur place. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Sur le tarmac de l'aéroport de Bunia, l'Organisation mondiale de la santé est elle aussi mobilisée. Ces équipements ne vont certainement pas être suffisants. Ce que nous avons fait, c'est la première réponse. Nous avons vidé notre stock de Kinshasa et nous l'avons amené ici. Un Américain a également été testé positif au virus Ebola dans le cadre de sa mission en RDC. Il va être transféré en Allemagne afin de recevoir un traitement. Washington annonce mettre en place des contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance des pays touchés en Afrique et y restreindre temporairement l'attribution de visas. Tout cela m'inquiète, c'est certain. Je pense que vous savez que pour l'instant, cela se limite à l'Afrique, mais c'est un phénomène qui s'est propagé. Ebola provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse. Le virus a fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. La plupart des personnes contaminées ont entre 20 et 39 ans et sont des femmes à 60%.
Et à l'instant, l'Union africaine déclare l'urgence de santé publique sur le continent face à cette épidémie. Francine Ntoumi, la première question est pour vous. On évoque donc ce bilan officiel de 131 morts en République démocratique du Congo, d'un mort en Ouganda. Ces chiffres, a priori, à l'heure où l'on se parle, sont sous-estimés ? Oui, ils sont sous-estimés parce que la capacité de dépistage est encore faible et la région de l'Ituri est éloignée. Et donc, les techniciens de laboratoire n'ont pas encore reçu donc, les cartouches pour leur permettre de faire des PCR localement. Donc, il est certain que ce nombre de cas est sous-estimé. Pourquoi est-ce que la majorité des malades à ce stade sont des femmes ? Ah, ça c'est étonnant. Moi, je dirais peut-être culturellement, déjà, les malades sont pris en charge par la famille, par les femmes. Donc, et les femmes sont beaucoup plus résilientes et donc ne vont pas penser à se protéger. Et en plus, la communication n'a pas encore été faite sur la maladie, ce qui fait que les femmes sont celles qui sont le plus exposées à la maladie. Donc, ce sont elles aussi qui prennent soin des morts, qui préparent les morts, qui participent à aux cérémonies funéraires. Donc, cela les expose beaucoup plus au virus. Docteur Christophe Rapp, si Francine Ntoumi, à l'instant, parle des rites funéraires, c'est que l'on sait que dans les précédentes épidémies qui avaient d'autres espèces, on va y revenir, la transmission du virus se fait notamment au moment du décès des malades et se poursuit comme ça ? Bien entendu, en fait, le virus Ebola, c'est un virus qui se transmet par contact. Il n'y a pas de transmission par voie aérienne et donc c'est par le sang et les différents fluides biologiques du corps. Et lors des enterrements, les rites funéraires font qu'on embrasse les corps ou qu'on a des objets rituels avec le défunt. Et donc c'est un accélérateur classique de l'épidémie et c'est un des enjeux de la riposte d'être capable de sécuriser par des équipes logistiques entraînées et formées, de sécuriser ces enterrements. Alors justement, John Johnson, les équipes de MSF, mais comme nombre d'ONG, ainsi que les autorités sanitaires locales sont sur place, bien sûr, pour faire face à une épidémie dont l'amplitude, c'est ce que vient de dire l'OMS à l'instant, qui poursuit son assemblée générale à Genève, est inquiétante. Quelles sont les urgences, là, à l'heure où l'on se parle, pour les équipes sur place ? Mais je pense que la première urgence, c'est de comprendre où on est dans l'épidémie. C'est la première chose. On a eu plusieurs décès et ça a lancé l'alerte, mais on ne sait pas combien de temps on a. On ne sait pas à quand remonte le premier cas ? Non. À ce stade, on sait qu'il y avait déjà des cas suspects à partir d'avril, mais on ne sait pas à quel niveau. Ça fait une extension géographique, donc il faut vraiment commencer à faire les liens épidémiologiques et comprendre où on doit concentrer nos efforts. Et après, c'est toutes les réponses classiques à une épidémie d'Ebola. C'est les prises en charge des cas, les communications de risque, l'engagement communautaire, parce que c'est la communauté qui va réduire l'extension de l'épidémie elle-même. C'est les mises en place de toutes les mesures de prévention et contrôle des infections. Et comme l'enterrement digne et sécurisé, comme le matériel dans les centres de santé et les hôpitaux pour réduire le risque des infections. C'est le suivi des contacts des cas d'Ebola. Jusqu'à 21 jours de période d'incubation et on peut dire qu'ils étaient en contact, mais ils n'ont pas eu Ebola. Et toutes ces mesures ont besoin d'une bonne coordination. Donc, tout ça, c'est l'urgence de mettre en place assez rapidement pour commencer de contrôler l'épidémie. Ça fait plusieurs semaines, a priori, en RDC. Ici, dans l'hémisphère nord, on n'en parle que depuis quelques jours. Il y a un décalage. Est-ce qu'on n'a pas pris les choses trop tardivement ? Certes. Et ça, c'est une des grandes inquiétudes par rapport à cette épidémie. C'est qu'on a déjà 400 plus des cas suspects. Et comme le professeur Ntoumi a dit, on n'a pas des possibilités de faire tous les tests parce qu'on manque de matériel pour faire les tests, les cartouches ou les réagents. Donc ça, c'est un gros problème. Et certes, on a manqué la surveillance cette fois-ci.
Il nous faut à ce moment de la discussion, Francis Ntoumi, rappeler à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas familiers avec cette épidémie d'Ebola, car nous croyons aussi que pour éviter la panique, il faut expliquer les choses de façon le plus pédagogique possible. Ebola, c'est un zoonose, c'est un virus qui passe des animaux aux humains et qui se transmet, comme le rappelait le docteur Rapp à l'instant, par les fluides corporels, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, contact direct, des surfaces aussi souillées. Les personnels de santé sont en première ligne aussi de l'infection. Et puis, les réservoirs animaux, le réservoir animal, on soupçonne la chauve-souris d'être un des réservoirs. Donc, c'est le contact, manger des animaux infectés ou les toucher. Voilà. Voilà, et donc ça se transmet ensuite entre humains par les fluides corporels émis par les malades, les excréments notamment, l'urine ou encore le sperme lorsqu'ils rentrent en contact au niveau des muqueuses ou des lésions de la peau. Je dis ça sous votre contrôle. Oui, Francine Ntoumi. Oui. Nous sommes également... Oui, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Non, contact sexuel ou contact sexuel aussi. Voilà, oui. C'est important de le préciser. Nous sommes aussi en liaison avec Jean-Jacques Mouyembe. Bonjour, professeur. Super. Voilà, malheureusement, la connexion nous est difficile avec Jean-Jacques Mouyembe. Je vous entendais dire super Francis Ntoumi, car il se trouve que Jean-Jacques Mouyembe, bien sûr, figure mondiale de virologie et le co-découvreur du virus Ebola il y a 50 ans. C'était, on peut peut-être en dire en mots, Christophe Rapp en 1976. Il se trouve qu'Ebola, c'est le nom d'une rivière qui est proche du village où a été découvert, en tout cas identifié le virus. C'est la rivière la plus proche pour ne pas prendre le village, pour ne pas discriminer la population. On a choisi le nom de la rivière. C'était en République démocratique du Congo, à Kikwit, en 1976, où il y a eu la première épidémie. Et d'emblée, des nurses missionnaires américaines sont décédées en essayant de porter assistance aux premiers patients. Et depuis, c'est la 17e épidémie en République démocratique du Congo. Et c'est seulement la 3e avec cette espèce moins connue, Budinbugyo. Mais c'est déjà la 17e. Il y a vraiment une interaction entre l'environnement, les forêts de RDC avec les grands primates qui sont touchés en premier et la consommation de la viande de brousse, qui est une des problématiques sur lesquelles on a du mal à agir en termes de prévention. Alors, il y a non pas plusieurs variants, vous me disiez, John Johnson, en commençant cette émission, mais plusieurs espèces. C'est ça le mot qu'il faut utiliser quand on parle d'Ebola. Le plus connu, c'est la souche dite Zaïre. C'est la souche originale, celle de 1976, face à laquelle la recherche, la médecine, a fait d'immenses progrès depuis le début des années 2020. Il y a un vaccin qui fonctionne. Deux vaccins. Il y a 2 vaccins et 2 traitements spécifiques pour l'espèce Zaïre. Ça, c'est dur à dire, mais grâce à la grande épidémie d'Afrique de l'Ouest, où on avait une épidémie qui durait longtemps et on avait du temps et l'engagement de la communauté internationale pour développer des contre-mesures. Malheureusement, dans Bundibugyo, il y avait une épidémie en 2007 et en 2012. Ça, c'est l'espèce actuelle dont on parle en République démocratique du Congo. Exactement. Donc ça, c'est la 3e épidémie. C'est un Ebola. On connaît comment gérer une épidémie d'Ebola, mais on ne connaît pas des médicaments ni des vaccins pour le Bundibugyo encore à cause de le fait que c'était très peu recherché. On n'a pas assez encore d'antériorité sur ces épidémies. On va voir en image ce reportage préparé par les équipes de Parlons-en qui revient sur ces dizaines d'épidémies d'Ebola qu'a connu l'Afrique centrale depuis 50 ans que la maladie a été découverte, et on se retrouve juste après. Le virus Ebola a été observé pour la première fois en 1976, lors de 2 flambées au Soudan et en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Bilan, au moins 430 morts. Origine, virus animal transmis à l'homme. Le virus tire son nom de la rivière Ebola, située à proximité du premier foyer identifié de la maladie. Les symptômes apparaissent entre 2 et 21 jours après l'exposition au virus. Maux de tête, fatigue, puis fièvre hémorragique, souvent fatale. Le taux de létalité moyen de la maladie est d'environ 50% selon l'OMS. Elle touche principalement l'Afrique de l'Ouest et elle est extrêmement contagieuse.
À ses débuts, Ebola ressemble à la plupart des autres maladies infectieuses présentes dans les régions tropicales. La maladie peut provoquer de la fièvre, de la diarrhée et d'autres symptômes. Souvent, les soignants ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer et malheureusement, ils sont eux-mêmes contaminés. C'est ainsi que la transmission d'Ebola s'intensifie au sein des communautés. Plusieurs grandes épidémies ont touché le continent africain ces 50 dernières années, faisant plus de 15 000 morts. En 1995, 2000 et 2007, la contagion est restée relativement faible, avec quelques centaines de cas en RDC et en Ouganda. La plus importante épidémie connue à ce jour a sévi de 2013 à 2016 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, avec près de 30 000 cas et plus de 11 000 morts. L'épidémie de 2018-2020 en RDC a aussi été très meurtrière, avec près de 2300 décès. 3 souches de virus sont responsables des principales épidémies. Le Zaïre Ebola-virus, le Soudan Ebola-virus et le Bundibugyo Ebola-virus. Des vaccins et traitements ont été mis en place contre la souche Zaïre, à l'origine de la plupart des épidémies recensées. Mais il n'y a pas de traitement pour la souche Bundibugyo, qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Voilà, on va retenter de reprendre la direction de Kinshasa pour vous retrouver, professeur Jean-Jacques Mouyembe, figure mondiale de virologie, je le disais, co-découvreur du virus Ebola il y a 50 ans. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous êtes inquiet, à l'heure où l'on se parle, professeur, face à cette espèce pour laquelle on n'a ni vaccin ni traitement ? Bon, je ne suis pas inquiet parce que la RDC est à sa... Voilà, malheureusement, la technique contre nous. Christophe Rapp, vous allez nous faire l'écho visiblement d'une inquiétude relative du docteur Mouyembe. Est-ce qu'il faut effectivement... Est-ce qu'on est démuni ? Ça veut dire qu'on est démuni face à cette espèce qu'on ne sait pas traiter à ce stade. Alors, ce n'est pas le problème le plus important. Le plus important, c'est d'enrayer l'épidémie. Et là, on est déjà dans une course contre la montre. Donc, ce que voulait dire le professeur Mouyembe, c'est qu'effectivement, la RDC est préparée. Il y a des structures, il y a de la riposte, il va y avoir une coordination internationale transfrontalière et avec les différentes ONG, dont Médecins sans frontières. Tout le monde va travailler ensemble pour accélérer la riposte, mais c'est une course contre la montre. On a probablement un mois de retard déjà par rapport au premier cas. Donc la difficulté, c'est d'amener du matériel, c'est de mettre en place des centres de traitement Ebola, des équipements de protection pour les personnels de santé qui vont être au contact et qui sont touchés. Il y a déjà des professionnels de santé décédés, il y a un médecin américain qui est contaminé. Donc il faut conforter les personnels de santé pour qu'ils aillent au contact des populations pour faire le travail. Pour ça, il faut du matériel et de la formation. Donc ça, c'est un travail très important. Et puis l'aspect prise en charge, c'est essentiellement un traitement de support. Et bien entendu, il va y avoir un volet recherche où on va essayer de voir si on peut développer des thérapeutiques spécifiques ou un vaccin, mais c'est toujours pour l'épidémie d'après. Mais la réaction, c'est le contrôle de l'épidémie rapide pour éviter une diffusion transfrontalière, qui est déjà le cas avec l'Ouganda, mais disons dans toute la région des Grands Lacs. Voilà, on rappelle que la RDC a donc déjà connu 2 épidémies avec cette espèce Bundibugyo d'Ebola. Là-dessus, Francine Ntoumi, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement quand les équipes médicales sur le terrain sont face à un malade, que peuvent-elles faire ? Comment est-ce qu'elles le prennent en charge ? Alors, c'est dommage d'ailleurs que le professeur Mouyembe ne puisse pas répondre parce qu'il est vraiment l'expert dans ce domaine, mais elles sont prises en charge, isolées et traitées avec les traitements disponibles. Quand il s'agissait de Zaïre, c'était évidemment beaucoup plus pas facile, mais plus faisable, entre guillemets. Et ensuite, dans le même temps, il y a la prise en charge, il y a aussi le suivi des contacts qui est extrêmement important pour pouvoir les identifier et les isoler si nécessaire. Eh bien, précisément, on a retrouvé Jean-Jacques Mouyembe, mais au téléphone cette fois-ci, car nous sommes extrêmement tenaces. Il se trouve que le foyer de l'épidémie, professeur, se trouve dans la région donc, de l'Ituri, province du nord-est congolais, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. C'est une région précisément pour faire face aux cas contacts, où il y a beaucoup de déplacements de population. Est-ce que ça rajoute de la difficulté ?
Bon, on aura tenté tout ce qu'on pourra, tout ce qu'on aurait pu pour essayer d'avoir Kinshasa. Mais là-dessus, John Johnson, c'est vrai que le terrain sur lequel travaillent les équipes médicales et les ONG est quand même particulier dans cette région de la RDC. En effet, c'est une région qui est frontalière avec le Ouganda, mais aussi avec le Sud-Soudan. C'est une région qui a connu des guerres depuis plus que 20 ans à ces moments-là, et il y a des instabilités. Il y a des groupes armés. Et l'insécurité. Et ça complique bien sûr toute réponse. Malgré la situation actuelle, on est en mesure de répondre avec les autorités locales. Et ça avance, mais certes, ça va compliquer toute réponse. Et puis, il y a aussi un cas à signaler à Goma, qui est une ville contrôlée en partie par le groupe M23. C'est lié à l'histoire des épidémies, de devoir faire face à des situations sécuritaires sur le terrain, professeurs, qui sont parfois pas faciles pour les équipes sur place. Alors l'histoire des épidémies, et notamment des épidémies de la maladie à virus Ebola, c'est que c'est toujours une crise sanitaire doublée d'une crise humanitaire et d'une crise politique en réalité. Et tous ces éléments intriqués, la RDC connaît bien ça, avec justement le défi d'aller vers les communautés tout en discutant avec les groupes armés, les leaders religieux. Donc il y a un travail de communication et d'approche que savent très bien faire les ONG et les autorités locales, mais qui est un véritable défi pour avoir la confiance des populations, pour leur expliquer qu'il faut aller voir les médecins, qu'il faut s'isoler, qu'il y a des prises en charge thérapeutiques possibles. Il y a aussi les aspects mystiques qui rôdent aussi avec la tradimédecine et souvent donc les gens voyant les décès dans les centres de traitement Ebola ne veulent pas venir consulter. Pour éviter que la psychose s'installe. Et voilà, c'est ça. Et donc ils décèdent chez eux, à la maison, et donc il y a une accélération de l'épidémie par le fait que la famille va s'occuper d'eux, qu'ils vont être enterrés en secret. Il faut essayer d'être transparent et de les accompagner au mieux en expliquant qu'on peut les aider avec les moyens de la science et les mesures de prévention. Alors, il y a les comportements des groupes, les comportements humains qui peuvent compliquer aussi l'urgence à juguler, à contenir l'épidémie. Professeur Francine Ntoumi, j'ai lu des choses différentes sur la létalité de cette espèce Bundibugyo d'Ebola. Est-ce qu'elle est plus létale, celle-ci, que ne l'est l'espèce originelle, celle dite Zaïre? Est-ce qu'on le sait au moins? Oui, d'après les données scientifiques disponibles, elle semblerait moins létale, je crois, entre 25 et 50%, et ce qui est un petit peu moins que l'espèce Zaïre. Mais là aussi, il y a l'expérience du terrain aussi, de la réponse à ces épidémies qui font que la létalité diminue. Donc, il ne faudrait pas que cette épidémie en cours soit celle qui nous fasse mentir et qui voit une létalité plus importante. La létalité est due aussi, on l'a rappelé, à la rapidité, à la précocité de la prise en charge. Je vous vois tous acquiescer sur le plateau, John Johnson. Oui. Tout à fait. En fait, on a fait des études dans les épidémies passées et on voit que chaque jour qu'une patiente atteint de l'Ebola attend d'être traitée, il y a une augmentation de risque de décès d'à peu près 10%. Donc, s'il se présente après 6 jours, il a 60%, deux tiers une chance de mourir de la maladie. Mais s'il présente le jour même où il commence d'avoir des symptômes, son risque est diminué entre 10 et 20%. Et ça, c'est même avec la prise en charge symptomatique, même sans les thérapeutiques spécifiques aux Zaïre, mais juste avec les traitements symptomatiques, comme le professeur a expliqué, on peut réduire le risque de mourir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment engager la communauté pour comprendre les risques et le bénéfice de se présenter, parce que sinon, ils vont chercher les soins dans les tradipraticiens où ils ne seront pas repérés par le riposte. Donc cet engagement communautaire et communication de risque, c'est très, très important. Pardon pour ma question, mais quand on meurt d'Ebola, de quoi meurt-on en réalité? On meurt d'une défaillance multi-organe, en gros. C'est une maladie qui touche quasiment tout le corps. On parle souvent d'une fièvre hémorragique, mais... Ça veut dire quoi, en fait, une fièvre hémorragique? En fait, c'est pas bien pour l'Ebola parce qu'il n'y a pas toujours une fièvre au début. Et les hémorragies, ça arrive très, très tardivement. C'est avant la mort. Mais c'est une maladie virale
qui commencent à faire des défaillances partout. Et le fin de vie, c'est pas beau, mais c'est une hémorragie avec une défaillance de quasiment tous les organes internes. Je lisais en préparant cette émission, ce qui peut aussi compliquer la riposte, professeur Christophe Rapp, c'est que parfois les débuts des symptômes peuvent être confondus avec le paludisme, c'est ça? Est-ce qu'il peut troubler un diagnostic? Vous avez raison, c'est la vraie difficulté, c'est repérer la maladie à virus Ebola qui ressemble vraiment au paludisme. Donc la difficulté, c'est que sans diagnostic biologique de qualité, et ça repose sur de la biologie moléculaire qui est une technique complexe, on n'est pas capable de faire le diagnostic. Donc les épidémies d'Ebola, ça commence toujours par des suspicions de paludisme et un taux de décès inhabituel qui doit alerter les médecins sur le terrain, et notamment quand il commence à y avoir des décès chez les professionnels de santé. C'est inhabituel. Voilà. Et c'est à chaque fois la même histoire pour les spécialistes. Et donc, ça veut dire qu'il faut, sur le terrain, dans des pays où il y a beaucoup de virus émergents, disposer de kits spécialisés et d'outils diagnostiques de plus en plus modernes et de plus en plus rapides. Mais ce n'est pas évident de les mettre en première ligne dans tous les centres de santé. Il y a des centres de référence. Mais c'est vraiment le cœur du problème, parce que plus tôt on va détecter le début de l'épidémie, plus la riposte est précoce, moins il y a de cas, moins il y a de décès. Je vous vois acquiescer, Francine Ntoumi. Les épidémies se propagent d'une certaine façon, toujours un peu de la même façon, suivant le même schéma? Absolument. Et on a l'impression qu'on ne tire pas vraiment toujours les leçons des épidémies précédentes. Et pour revenir à ce qui a été dit, la communication de risque est très importante et elle doit être adaptée. Et je crains que l'on n'ait pas encore trouvé la juste communication, ce qui fait qu'on recommence tout le temps les mêmes erreurs ou les mêmes ajustements, à savoir qu'il faudrait que l'engagement de la communauté soit immédiat. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut travailler avec la communauté, même en période de non-épidémie. C'est peut-être même la meilleure période pour que la communauté comprenne justement que le paludisme, il y a le paludisme et il y a ces maladies émergentes et qu'elles participent à sa détection. À propos d'apprendre... Il y a des outils de... Allez-y, je vous en prie. Il y a des outils, évidemment, de laboratoire, mais il faut que... au domicile, la communauté réagisse et pousse, emmène le malade à l'hôpital immédiatement quand il y a suspicion de maladie autre que le paludisme. Merci. Alors, à propos d'apprendre de ces erreurs, je le rappelais tout à l'heure, Christophe Rapp, lors de l'une des épidémies les plus létales, on le rappelait tout à l'heure, je crois qu'entre 2013 et 2016, c'est 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Ici, en France, vous aviez traité avec vos équipes et suivi plusieurs malades d'Ebola, l'espèce dite Zaïre, à l'hôpital militaire Bégin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Et surtout, vous me disiez juste avant que cette émission ne commence qu'il y avait eu un avant et un après ces patients. Oui, pour la maladie à virus Ebola, sur le plan de la recherche, on est passé en 2014, pendant cette épidémie en Afrique de l'Ouest, de la notion de maladie tropicale négligée à l'urgence de portée internationale. Et c'est là que la riposte avait été tardive des pays européens, des pays riches, mais elle avait été massive avec à un moment plus de 50 centres de traitement, le développement du vaccin, la vaccination en anneaux, etc. D'ailleurs, l'expression maladie tropicale, en réalité, elle dit quelque chose aussi. Bien sûr, ça survient toujours dans des contextes de pays pauvres, avec des infrastructures fragilisées, à forte mobilité. Il y a tous les ingrédients de l'épidémie. Donc à l'époque, on avait eu l'opportunité d'accueillir des cas rapatriés. Il y avait eu 27 personnes rapatriées dans le monde, dont 2 à l'hôpital Bégin. C'était des Françaises, c'était des professionnels de MSF. Il se trouve qu'effectivement, on avait beaucoup appris. On avait utilisé des thérapeutiques expérimentales avec des anticorps monoclonaux, et on a eu la chance de guérir ces 2 patients, mais qui avaient bénéficié de soins très techniques de réanimation, et on en parlait juste avant. La précocité du traitement, elle est indispensable, et on perd les malades Ebola au départ d'une déshydratation, et il faut les hydrater en les perfusant abondamment, etc. Donc on peut, avec un traitement de support, la létalité en Europe pendant cette épidémie était aux alentours de 20%, donc 3 fois inférieure à celle sur le terrain. Donc si on fait des soins de support de bonne qualité sur le terrain, on va réduire la létalité. Donc, comme le disait mon collègue, il y a un bénéfice à consulter et adresser ces patients
dans les centres de traitement Ebola qui souvent font quand même peur aux familles du fait du caractère carcéral de l'isolement, avec des aspects culturels et anthropologiques à prendre en compte et qui sont complexes. Donc avec les bons moyens, dans la bonne temporalité, on peut prendre en charge et on peut se sortir, et tous les patients que vous avez suivis aujourd'hui sont en bonne santé. Tout à fait, mais avec les moyens européens de centres de référence hautement équipés, ce qui n'est pas le cas en Afrique, bien entendu. On va y venir justement. Alors on apprend à l'instant que c'est l'Allemagne qui va accueillir le soignant américain qui a été infecté en République démocratique du Congo. Justement, sur ces soignants et ces personnels de santé, John Johnson, que vous représentez pour MSF, mais aussi bien sûr les personnels médicaux congolais ou encore ougandais. Comment on fait? Est-ce que c'est une forme de stress que l'on peut avoir sur le terrain d'être infecté à son tour? Ah, mais c'est certain. Il y avait, si on se souvient d'Afrique de l'Ouest, il y avait une panique des soignantes et une démission énorme. Il y a eu un refus de travailler parce qu'on se met en danger tous les jours en travaillant. Parce que le matériel était manqué pour se protéger, des masques, j'imagine. Mais oui, bien sûr, mais c'est juste, on rentre en risque tous les jours. On rentre dans une centre où il y a des cas de malades et on se met en danger tous les jours. On sait ça. C'est les soignantes et, comme professeur Ntouma a dit, les femmes au début aussi sont des soignantes qui sont touchées aux premières d'une épidémie d'Ebola. C'est une maladie qui est horrible dans ces cas parce que ça touche les gens qui veulent soigner le malade. Mais quelque chose qu'on a évité dans le passé et on a avancé ces dernières années, c'est d'améliorer notre plateau technique pour ces patientes, comme le professeur a dit. On avait un bon plateau technique en Europe, mais pas pour les centres de traitement en Afrique, au foyer de l'épidémie. Mais depuis quelques temps, on a dit non, on peut améliorer la qualité de nos soins, mettre en place des unités de soins intensifs, telles comme l'Europe, avec des injectables, avec des fluides voies veineuses, etc., qu'on évitait dans le passé parce que c'était, disons, trop dangereux. Et avec ça, on a beaucoup amélioré la prise en charge des cas et ça renforce aussi le lien avec la communauté de venir être traité parce que le traitement a amélioré aussi et ton risque de survivre est mieux. Il se trouve, Francine Ntoumi, que cette épidémie d'Ebola arrive au même moment, en tout cas à la fin d'une épidémie ici en Europe. Je dis épidémie, je ne suis pas sûre que ce soit le terme officiel qu'on utilise à propos de ce virus hantavirus qui a fait quelques décès dans l'hémisphère nord et qui ne concerne que quelques personnes dans le monde, mais dont le sujet a inondé, et je balaie devant ma porte aussi les plateaux de télévision un peu partout dans le monde. Il y a un traitement médiatique extraordinairement différent entre ces épidémies, et on se souvient bien sûr également du Covid, la rapidité avec laquelle tous les laboratoires pharmaceutiques du Nord se sont mis à s'activer pour trouver des vaccins. La temporalité n'a pas été la même pour Ebola, même si on l'a dit, il y a eu ces deux vaccins depuis début 2020 pour l'espèce dite Zaïre d'Ebola. Comment est-ce que sur le continent, est-ce qu'on ressent encore ce décalage et est-ce qu'on en tire une certaine, je cherche le bon mot, une certaine réserve? Oui, bien sûr qu'on en parle sur le continent et particulièrement l'Africa CDC, donc qui a le mandat de l'Union africaine pour la riposte transfrontalière. Et nous en tirons les leçons, à savoir qu'il faut que les crises sanitaires, il y a aussi des questions de souveraineté. Nous devons être capables de pouvoir détecter, traiter, puis prévenir les maladies. Et protéger nos populations. Donc là, de plus en plus, on parle par exemple de pouvoir créer en français des manufacturing localement, avoir des usines ou des structures qui puissent produire vaccins, médicaments. Donc on y réfléchit qu'il y ait beaucoup plus une augmentation de la contribution des pays à la santé, à la recherche
et le développement donc de traitements et de moyens de prévention. Donc c'est très important et on voit beaucoup plus de chercheurs africains donc travailler ensemble pour répondre aux questions qui nous concernent. Et pour Ebola, par exemple, moi je suis en République du Congo et je collabore avec professeur Mouyembe et ses équipes entre les épidémies pour comprendre, pour essayer de faire du mapping, de la cartographie des infections et pouvoir prévenir les prochaines infections. Donc, nous essayons de contribuer, nous contribuons à donner des évidences pour avoir de meilleures décisions et surtout la souveraineté. Voilà. Justement, donc ça, c'est très important. Le professeur Mouyembe, malheureusement, que la technologie nous empêche de joindre, qui disait il y a quelques heures qu'Ebola n'était plus seulement un problème congolais, mais c'est un risque mondial. Je voudrais qu'on revienne là-dessus dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute, puisque vous l'évoquiez à l'instant, Francine Ntoumi, Jean Casseya, qui est épidémiologiste, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. On l'écoute. J'ai organisé une réunion avec les 3 gouvernements du Sud-Soudan, de l'Ouganda et de la RDC, ainsi que tous les partenaires. Le risque d'expansion est majeur. Nous sommes encore dans la phase active de l'épidémie. Et dans cette phase active, tous les moyens doivent être mis en œuvre, surtout ce qu'on appelle les moyens de santé publique. Voilà, 2 choses là-dessus, professeur Christophe Rapp. Est-ce que vous êtes dans le sens de Francine Ntoumi, l'Afrique doit être sa propre ressource sur la lutte contre ces épidémies? Et est-ce que l'hémisphère nord ici a réellement conscience que les épidémies d'Afrique centrale concernent l'ensemble de la planète? Pardon, je vous interromps, je précise que Donald Trump disait il y a quelques heures, en réagissant au fait qu'un soignant américain avait été infecté, il disait « pour l'instant, ce n'est qu'en Afrique ». C'est ça qu'il a dit. Ça dit beaucoup de choses, ça. Ça dit beaucoup de choses, mais en fait, la riposte, elle est mondiale. Hein. Là, dans un monde globalisé, connecté, avec la vitesse de diffusion des maladies, du fait des vols aériens, etc., toute alerte sanitaire dans un territoire X ou Y est de portée mondiale. Donc la surveillance, le Covid l'a montré. Voilà, ouais, donc la surveillance ne peut être que mondiale. Il y a un vrai débat, bien sûr, sur la souveraineté des pays les plus fragiles. C'est des histoires économiques et politiques qui sont complexes. Et il y a d'ailleurs, à l'Assemblée générale de l'OMS qui a commencé cette semaine, une discussion sur le traité contre la lutte contre les pandémies, avec justement le volet vaccin, équipement, tests de diagnostic, où l'Afrique aimerait être mieux servie. Là, c'est un débat, j'allais dire, éthique et philosophique très complexe dans un monde en crise économique et en guerre. Mais évidemment, ils ne peuvent pas être souverains à ce jour. Ils ont besoin d'une coordination régionale. L'African CDC est quelque chose de bien, mais c'est américain et justement, c'est peut-être un peu fragile. Donc l'Europe doit maintenant réagir et riposter, aider l'Afrique de plus en plus, pour de nombreuses raisons historiques et géopolitiques, à se préparer et à réagir. D'ailleurs, le Centre européen de prévention des maladies infectieuses de Stockholm a envoyé des experts, va coordonner. Les hôpitaux européens pourront accueillir des cas rapatriés, notamment des personnels de santé exposés, qu'ils soient d'origine africaine ou personnels des grandes ONG. Il y a vraiment une préparation qui ne peut être que mondiale. Hein. Et la meilleure des préparations dans les épidémies, c'est l'anticipation. Donc c'est un sujet permanent, malheureusement sur le plan politique. Dans les intercrises, on est un peu laissé à nous-mêmes et on n'a pas assez de fonds, pas assez d'investissements pour préparer, former les personnels en amont pour avoir des équipes de riposte. Et depuis 50 ans qu'on a identifié Ebola, après avoir connu la crise Covid, il y a quelque chose, je cherchais le terme tout à l'heure, mais d'un peu décourageant, pour ne pas dire rageant. Un organe mondial de préparation aux crises sanitaires, justement, qui s'appelle le GPMB, qui est indépendant de l'OMS, disait à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale à Genève que le monde n'était pas mieux protégé contre les pandémies qu'il y a 10 ans. Et on est dans un contexte, John Johnson, vous l'Américain, vous le savez mieux que nous, de baisse des subventions d'aide publique au développement, notamment américaines. On ne comprend pas les leçons du passé et on ne va pas vers le mieux en termes de coordination, de coopération internationale sur les pandémies. En effet, on a vu les destructions de USAID qui étaient derrière le financement de beaucoup de partenaires et des ONG qui travaillaient dans la santé
notamment en Afrique, où on voit ces épidémies. Très concrètement, les équipes aujourd'hui qui luttent contre Ebola en RDC, en Ouganda, ont moins de moyens parce que les subventions américaines ont été gelées. Très concrètement, l'OMS, ils ont perdu un tiers de leur financement. Donc on voit l'OMS qui est en sous-effectif dans une grosse crise comme celle qu'on voit là. On voit les CDC américaines qui étaient étripées de ces staffs. Et là, ils n'ont pas le lien qu'ils avaient avant avec l'OMS. Donc, il y a beaucoup moins de coordination. Il y a moins des acteurs qui sont financés. Et ça, c'est quelque chose qui ajoute sur le feu. L'huile sur le feu, quand on n'est pas en mesure de répondre comme on a été dans le passé, où on avait peut-être une mieux organisation, une mieux coordination entre les partenaires et des moyens derrière. Donc, vous êtes plutôt pessimiste ? Je pense qu'on est dans une situation de crise et pessimiste. Je sais dans le passé, on a trouvé des moyens et on répond. Mais c'est sûr qu'il y a un manquement d'intérêt de ces maladies tropicales négligées. Ils sont négligés pour une raison, parce que ça n'intéresse pas les pays riches. Il n'y a pas de profit pour les pharmaceutiques manufacturers. Donc, certes, il y a des raisons d'être pessimistique, mais en même temps, dans le passé, quand même, on a arrivé de répondre à ces épidémies. Oui, parce que les équipes sur le terrain, on le sait, agissent et parfois avec des bouts de ficelle, sans schématiser leur travail, y parviennent. Mais à quel prix? Vous voulez réagir là-dessus, Francine Toumi? Non, c'est-à-dire je ne suis pas aussi pessimiste, même si je trouve qu'on ne tire pas toujours bien les leçons du passé, parce que maintenant il y a les laboratoires mobiles, il y a la formation qui a augmenté, la riposte, quoi qu'on dise, qui est quand même plus rapide qu'il y a quelques années. Donc, je pense que justement cette baisse de financement sur le continent fait que nous nous remettons en question et qu'il faut que nous trouvions nos ressources aussi localement pour appuyer ces crises sanitaires. On ne va pas toujours attendre le parachute américain ou européen. Donc c'est un appui très important, c'est global, mais nous devons contribuer parce que ce sont nos populations qui meurent en premier et massivement. Donc, c'est mondial, mais il faut ces crises nous permettent de prendre conscience encore plus qu'il faut qu'on mette de l'argent sur la table pour la prévention, le traitement de toutes ces maladies dites négligées. Là-dessus, professeur. Oui, c'est un point capital. Et c'est vrai que, comme vient de dire notre collègue, là, il y a des progrès sur différents plans et que l'Afrique, elle essaie de se structurer, de mieux s'organiser. Elle doit travailler en transfrontalier. Et là, il y a des éléments de riposte qui sont effectivement plus satisfaisants. Mais après, il faut rappeler que 60% des épidémies dans le monde sont d'origine animale, sont des zoonoses. Et que malheureusement, les épicentres de ces épidémies sont très souvent situés dans des zones reculées et complexes du monde, dans des pays pauvres. Donc, les pays riches ont un devoir d'aller aider et de regarder ce qui se passe, parce que les systèmes de surveillance épidémiologique les plus aboutis actuellement, ce sont des systèmes qui viennent des pays du Nord. Et donc, c'est nous qui surveillons finalement. Voilà. Mais après, effectivement, l'Afrique doit prendre le relais parce qu'elle est l'épicentre de risques nombreux pour l'avenir. J'entends bien cet élan que vous défendez, Francine Ntoumi, et c'est bien normal, mais je me rappelle une émission qu'on a faite récemment, précisément, sur tous ces impacts qui sont faits récemment à cette coordination et cette prise de conscience que ce qui arrive aujourd'hui dans la province d'Ituri concerne en réalité ici les populations en France, aux États-Unis, au Japon, dans le monde globalisé qui est le nôtre. Et c'est vrai que cette prise de conscience que le Covid aurait dû nous cheviller au corps à tous n'est pas venue. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quelle est la question? La question est que, bien sûr, qu'il y a un mouvement qui vient du terrain et d'une Afrique qui prend elle-même en main son propre destin d'une certaine façon face aux épidémies, mais il y a un espèce de désintérêt, et c'est les propos du président américain en sont l'illustration. Il y a un désintérêt en considérant que c'est loin et que ça ne va pas nous toucher, ce qui est une erreur. Non, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il suffit d'être infecté. Le temps d'incubation est de 21 jours et de se retrouver en France ou au Japon et voilà, et de transmettre la maladie. Donc, absolument.
Oui, d'ailleurs, les États-Unis de Donald Trump. Oui, allez-y. Oui. Non, pardon. Tout le monde est concerné, effectivement, parce qu'aujourd'hui, avec les les moyens de transport très rapides, effectivement, les virus n'ont pas de frontières. Les virus n'ont pas de frontières. Donald Trump a annoncé en revanche des contrôles aux frontières, justement. John Johnson, un mot pour conclure. Je le disais, vous attendez les autorisations pour vous rendre sur le terrain, Ouganda, RDC. Généralement, est-ce qu'il y a des... est-ce que aujourd'hui, on a une idée de comment les choses peuvent évoluer ou tous les scénarios sont possibles? Ça peut être demain, ça peut être dans 2 ans. Ça, c'est très difficile de prévenir le futur, mais on sait la situation aujourd'hui, dans l'implication que ça va durer au moins quelques mois, cette épidémie, vu l'ampleur et l'extension géographique. Je pense qu'on est là pour plusieurs mois. Un moment. Merci beaucoup. Un mot peut-être Non, je suis tout à fait d'accord. Voilà, eh bien, très, très bon courage à toutes vos équipes sur le terrain. Merci infiniment, professeur Francine Toumi, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup, merci à vous. Christophe Rapp, d'être venu sur ce plateau. John Johnson, merci encore. Une émission à revoir en replay. Une pensée pour le professeur Muyembe. On aura tenté, qui était depuis Kinshasa. On a vu son visage, en tout cas, mais je crois qu'on a relayé ses propos, en tout cas. Merci infiniment à tous les trois. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause.